l'offensive juridique américaine contre les concurrents étrangers. Bonjour Rémi Février. Bonjour. Rémi Février, vous êtes ancien officier supérieur de gendarmerie, en charge de l'intelligence économique, et vous êtes maître de conférence au CNAM, Conservatoire national des arts et métiers, membre de l'équipe Sécurité-Défense. L'offensive juridique américaine. Le moins qu'on puisse dire, c'est que là, on sent qu'il se passe des choses. On pense à l'ouvrage de Pierucci, par exemple, sur le piège américain. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur l'importance, l'étendue de l'arme juridique américaine? On imagine que les États-Unis ne sont pas les seuls à faire ça, d'abord. Non, comme dans beaucoup de domaines, ce ne sont pas les seuls, mais c'est ceux qu'on voit le plus. Alors d'abord, je vous dirais juste une chose, c'est que ça ne date pas d'hier. Ça ne date pas même d'il y a 1 an ou 2 ans. Ça fait très longtemps que les Américains utilisent l'arme juridique. On parle d'intelligence économique. Je pense qu'il serait souhaitable en parallèle de parler d'intelligence juridique. L'aspect juridique devient une véritable arme, pas seulement en défensif comme on l'a connu, c'est-à-dire essayer de verrouiller au mieux un contrat, essayer de se défendre dans un litige commercial. Aujourd'hui, c'est une véritable arme économique. Pourquoi ? Parce que vous pouvez bloquer des concurrents par cette arme juridique, et c'est quasiment imparable. Vous parliez du livre Le piège américain de Frédéric Pierucci, ça explique bien ce qui s'est passé au niveau de l'affaire Alstom, mais c'est tout à fait intéressant. Simplement, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a plusieurs outils. Il y a clairement plusieurs outils. On va parler, j'imagine, de l'extraterritorialité, ce qu'on appelle la procédure de discovery. On connaît aussi la loi anticorruption FCPA, Foreign Corrupt Practice Act, qui sont très bien documentées dans le livre en question. Mais il y a autre chose encore. Vous avez des sanctions économiques, des sanctions contre les compagnies étrangères qui veulent travailler avec des pays avec lesquels les États-Unis, le gouvernement américain, a décrété un embargo. On pense à la BNP Paribas, par exemple, près de 9 milliards. Mais c'est assez large. Vous avez également le protectionnisme commercial, c'est-à-dire tout simplement des taxes ciblées. C'est quand même pas le fait du hasard. Vous avez aussi quelque chose que peu de gens connaissent, mais le comité sur les investissements étrangers, le CFIUS, qui explique que, dans tel cas de figure, les investisseurs étrangers n'ont pas le droit de rentrer au capital ou de prendre une majorité de part du capital d'une entreprise américaine. Tout ça fait partie de quelque chose qui est quand même assez préoccupant. Et je vous laisse de côté le Cloud Act, qui permet au gouvernement américain d'accéder à toutes les ressources du cloud chez les hébergeurs américains. Donc vous voyez, les outils, le panel est relativement large. Le panel est très large. Alors évidemment, la question, comment on se protège ? Bien, écoutez, quand vous voyez, je vais prendre juste un exemple, la procédure de discovery. La procédure de discovery, elle est fondée sur quoi ? Elle est fondée sur le fait que quand une entreprise américaine est en litige commercial avec une entreprise étrangère, elle a le droit de se retourner vers la justice de son pays. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'entreprise qui est défenderesse, si j'ose dire, en général donc une entreprise étrangère, doit fournir un certain nombre d'informations à la justice américaine, au département of justice, au DOJ. Et donc, ces informations, ça peut aller très loin. Ça peut même être des coups de fil, des post-it, des mails, que vous en ayez été destinataire ou pas, à partir du moment où vous en avez entendu parler. Et donc, mettez-vous à la place. C'est un cas d'école, évidemment, c'est l'universitaire qui parle. Mais prenons l'exemple d'une entité, donc une entreprise, qui est en concurrence directe avec une entreprise étrangère. Elle va, porter un litige contre cette entreprise étrangère devant la justice américaine. Eh bien, si l'entreprise étrangère se retrouve en porte-à-faux, elle va avoir tendance à donner énormément d'informations, dont des informations potentiellement stratégiques. Donc, contre ça, il faut déjà, en prendre conscience. Et comme vous pouvez le savoir, on a parlé du livre tout à l'heure, il y a des grandes entreprises qui n'en avaient pas conscience jusqu'à présent, ça commence à venir, mais j'engage vraiment les enseignants en sciences de gestion notamment, et même les juristes, à se pencher sur la question de manière à faire en sorte que des contrats soient beaucoup plus, si vous me permettez l'expression, bétonnés a priori, et puis expliquer à des cadres d'entreprise qu'il y a des choses qu'on peut faire, d'autres qui sont beaucoup plus difficilement admissibles. Bref, c'est une véritable prise de conscience, c'est une sensibilisation globale qu'il faut mettre en place. Rappelons que vous avez évoqué l'extraterritorialité du droit américain. Dès lors qu'une transaction est effectuée en dollars, la loi américaine s'applique. C'est ça le principe d'extraterritorialité. Ça va même peut-être plus loin. Si on voulait pousser le raisonnement jusqu'au bout, j'allais dire jusqu'à l'absurde, on pourrait considérer qu'un mail qui est envoyé potentiellement entre deux cadres supérieurs qui transitent par un serveur sur le territoire américain pourrait suffire pour déclencher une procédure d'extraterritorialité. Vous voyez jusqu'où ça va. On sait qu'il y a un certain nombre de serveurs qui sont sur le territoire américain. Exactement.
Merci Rémi Février. Je vous en prie, au revoir.